Dominique Laurent est spécialiste en contentieux fiscal. Donc, si jamais vous avez déjà un contentieux, vous ne savez pas à qui vous adresser, il est là. L'avantage de pratiquer le contentieux depuis longtemps et d'avoir un fils qui est bitcoiner, ça permet d'avoir pas mal de réponses à des questions qu'on a tous dans la salle. Dominique, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler uniquement, moi, de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire la fiscalité des crypto-monnaies et en particulier, là, de la fiscalité des particuliers. Alors, j'ai une petite question, un petit sondage d'abord. Est-ce que dans la salle, qui a déjà lu l'article 150 VH bis du Code général des impôts? Levez la main, s'il vous plaît. Ah, il y en a quelques-uns quand C'est même. les gestions de patrimoine. Quelques-uns quand même. Non, c'est pour avoir une idée de l'assistance. Ok. Donc l'article 150 VH bis, il représente à lui tout seul l'essentiel de la fiscalité des actifs numériques pour les particuliers. Il faut le lire il faut le lire. Vu que vous êtes ici, vous devez le lire. Et alors, j'ai une chose qui est très importante, c'est que vous remarquez la beauté du Code général des impôts français. Les 150-151 traitent des plus-values. Nous sommes pour le VH bis dans le 150 V. Dans le V, nous sommes déjà à la lettre H et on est déjà au bis. Vous voyez, ça vous donne un peu une idée. On a le 151, cette pièce A et cette pièce B, on a des trucs comme ça. Dans le Code général des impôts, c'est rien du tout ça. Oui, Il y a Quater des pire, sièges. par exemple. Sexe des sièges. Qui est le sabir 16e. Donc je vais vous en faire un résumé, c'est quand même d'une lecture assez fastidieuse. Donc la grande spécificité de la fiscalité française des crypto-monnaies, c'est que l'échange entre actifs numériques n'est pas imposé. Si j'échange des bitcoins contre des Ethers, c'est pas un fait générateur de l'impôt. Les états. Ou inversement. C'est à ma connaissance le seul pays au monde où on est comme ça. Mais les pays où il n'y a pas d'impôt, les choses sont plus simples. Mais partout où c'est imposé, on est imposé sur les actifs numériques comme sur les actions par exemple. On fait son calcul de plus-value action par action. Donc, qu'est-ce qui est imposé en France? C'est le fait de sortir des actifs numériques, soit en les vendant contre une monnaie fiat, l'euro, le dollar ou ce que vous voulez, première hypothèse. Et deuxième hypothèse, en achetant quelque chose avec vos actifs numériques, donc soit un bien, soit un service que vous payez avec un actif numérique. Ça, c'est les deux cas où vous avez un fait générateur de l'impôt. Ensuite, la deuxième question qui se pose, c'est comment va-t-on calculer l'impôt? Alors, on ne le calcule pas crypto par crypto. On calcule notre plus-value ou notre moins-value au niveau du global, c'est-à-dire au niveau du portefeuille de crypto-monnaie. Attention au terme portefeuille. Si j'ai plusieurs portefeuilles, j'ai des cryptos sur Binance, j'ai des cryptos dans mon Ledger, j'ai des cryptos sur une autre plateforme. Tout ça, c'est un seul portefeuille du point de vue fiscal. Donc je prends toutes mes cryptos et j'en vends, admettons, pour 1000 euros. Je fais une vente pour 1000 euros. Si 1000 euros, c'est 1/100 de mon portefeuille, parce que j'ai en tout un portefeuille de 100 000 euros, on va regarder combien m'a coûté 1/100 de la totalité de mon portefeuille. Combien m'a coûté l'acquisition de mon portefeuille, et je vais en prendre 1/100. Donc ce calcul peut être simple si j'ai acquis mon portefeuille progressivement en 30 fois par 30 apports de numéraire
et que j'ai jamais vendu, le calcul peut encore être fait à la main. Mais si j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends, ça devient rapidement quasiment infaisable à la main et on est obligé pour réaliser le calcul de plus-value, de passer par des logiciels. Ouais, un bon Excel quand on maîtrise bien Excel. Il ne faut pas faire d'erreur. Ça, c'est la version simple. Hein. Voilà. Parce que là, on n'a pas parlé du staking, des airdrops, Oula. du liquidity pooling. Non, mais oui, excusez-moi, il n'y a que des bitcoiners ici. Bon, donc ça va, on n'a pas ça à traiter. Voilà. Ensuite, il n'y a qu'une seule chose de vraiment simple, c'est le taux d'imposition. On est, alors pour les spécialistes, le terme est impropre, mais pour tout le monde, on va considérer que c'est la flat tax. Donc, on a aujourd'hui 30%, qui peut-être l'année prochaine seront un peu plus élevés. Donc, la seule chose simple, c'est le taux d'imposition. Ce qui est compliqué, c'est le plus compliqué, c'est la détermination du montant de votre plus-value. Voilà. Alors, tout ça implique pas mal de choses. Par exemple, vous avez la plupart des plateformes maintenant, des exchanges, vous proposent des cartes de paiement. Il faut surtout pas, quand on est résident français, il faut surtout pas faire ça. À partir du moment où vous utilisez votre carte paiement Binance par exemple, à chaque fois que vous allez payer le resto pour 100 €, vous allez réaliser une plus-value imposable. Et donc vous allez devoir remplir un imprimé numéro 2086. Oui. C'est-à-dire l'imprimé ad hoc pour faire son calcul de plus-value pour un resto que vous avez payé. Donc si vous faites 50 dépenses dans l'année avec votre carte Binance, vous allez devoir remplir 50 fois votre imprimé 2086. Quand on est résident français, il ne faut surtout pas faire ça. Alors, dans le monde des cryptos, il y a beaucoup de rebelles, on l'a compris, et on a beaucoup de gens qui se disent « ouais, pas vu, pas pris, avant que l'administration me rattrape, tout ira bien ». Sachez que les redressements fiscaux commencent à arriver. Il y en a toujours eu sur des cas particuliers, mais là, l'administration fiscale traque les paiements par carte. Et j'ai plusieurs cas de redressements fiscaux sur des gens qui ont utilisé précisément leur carte Binance pour leurs dépenses courantes et qui n'ont évidemment jamais rien déclaré, ni l'existence de leur compte, d'une part, ni leur plus-value. Donc, quand on ne déclare pas ses comptes en banque à l'étranger ou ses exchanges à l'étranger, du point de vue fiscal, c'est à peu près la même chose. Il faut savoir que d'une part, on encourt une amende et d'autre part, et surtout, la prescription qui normalement est de 3 ans est repoussée à 10 ans en arrière. Donc, 500 € par compte oublié, et c'est doublé quand tu as un montant supérieur à 50 000 € de mémoire. Oui, non, c'est souvent 1500. 1500, 750 et 1500. 1500, en pratique, c'est 1500 € par compte et par an. Heureusement, on remonte que 4 ans en arrière sur cette amende-là. Donc, je vous engage fortement à déclarer vos comptes à l'étranger, à déclarer vos exchanges à l'étranger et à déclarer l'intégralité de vos plus-values. Il faut absolument le faire. Je vais revenir sur 2 choses parce qu'on va ouvrir le débat avec Pierre et Alexandre juste après. Je vais revenir sur un dernier point qu'on a vu ensemble il y a 3 ans avec la problématique de la qualification des actifs numériques.
certaines personnes s'étaient engagées dans l'aventure Realty en achetant des jetons représentant de l'immobilier. Or, ils avaient oublié juste une petite analyse juridique. Ce n'est pas un actif numérique. Donc, chaque fois que les gens achetaient avec du XDAI, c'était une sortie. C'est ça. L'article 150 VH bis vise expressément les actifs numériques. Et pour savoir ce qu'est un actif numérique, il renvoie, c'est une spécialité juridique, on renvoie à l'article 54.10.1 du Code monétaire et financier. L'article 54.10.1 du Code, je ne vais pas refaire un sondage pour savoir qui l'a lu. Il est très important. Il définit en droit français ce qu'est un actif numérique, donc soumis à l'article 150 du HBIS, le système fiscal que je vous ai rapidement décrit. Et on a des interrogations de temps en temps sur certaines crypto-monnaies. La plupart sont clairement des actifs numériques, mais pas toutes, pas toujours. Par exemple, pendant un moment, le Bitcoin, quand il était la monnaie légale du Salvador, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, on pouvait très légitimement se poser la question de savoir s'il était un actif numérique, puisque c'était aussi une monnaie légale. Mon opinion personnelle, c'était que le Bitcoin n'était plus un actif numérique à ce moment-là, pendant ce laps de temps. Aujourd'hui, c'en est redevenu un parce que le Salvador a renoncé au statut de monnaie légale pour le Bitcoin. Donc, il faut, pour les crypto-monnaies originales, il faut se poser la question, est-ce que c'est bien un actif numérique au sens du droit français, C'est important.